Assim, ne commence pas. Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver encore ce matin. Nous sommes le vendredi 6 décembre 2019. On reparle encore ce matin de la grève des avocats du Common Law à Bamenda qui protestent contre l'article 26 du projet de loi sur la promotion du bilinguisme en examen au Parlement. Ce qu'il faut dire ce matin, c'est que le texte querellé dispose que l'anglais et le français sont indifféremment utilisés devant les juridictions de droit commun et spécial. Les décisions de justice sont rendues dans l'un ou l'autre langue officielle. La question que l'on se pose, c'est de savoir si l'on revendique l'application stricte de la common law, qu'est-ce que cela va apporter dans la crise anglophone, du moins dans sa résolution. Le texte donne le pouvoir aux juges francophones, par exemple, d'entendre des affaires soit en français, soit en anglais, selon ces avocats du common law. Le projet de loi rend-il absurde le statut spécial attendu par les régions anglophones du Cameroun? Il faut dire que normalement, la séance plénière chargée d'adopter ce projet de loi a été donc reporté, a été renvoyé. Vous savez que le gouvernement a choisi de renvoyer la séance plénière où devait être adopté ce projet de loi. Normalement, on devrait attendre les prochains jours pour voir ce qui va se passer. Est-ce que le texte sera amendé? Est-ce que l'article 26 sera amendé? La question, on se la pose ce matin avec acuité, madame, messieurs, puisque les Camerounais sont très attentifs de ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest, mais surtout, lorsqu'on se rappelle de ce qui s'est passé en 2016, c'est justement autour des questions similaires que les avocats anglophones avaient commencé leur grève et ce qui avait débouché sur de nombreuses complications, notamment la crise anglophone aujourd'hui, comme on le voit. Donc, madame, monsieur, nous continuons à en parler pour que ce pays se retrouve avec lui-même, pour que nous parlions entre Camerounais en réalité. Alors, comme chaque matin, le plateau est en place sur un plateau républicain et citoyen. C'est une émission éminemment républicaine, je tiens à le rappeler, et hautement citoyenne. Monsieur Batchou Chalamel est avec nous ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. C'est inadmissible. C'est révoltant, répugnant, nauséeux ce que l'on a vécu hier dans le sud Cameroun, où des individus véreux, bien qu'envoyés par des personnes, ont démontré que l'état de droit n'existe pas dans ce pays et que chaque Camerounais n'est pas libre, comme l'avait dit le chef de l'État, d'aller et de venir là où bon lui semble sur le territoire camerounais. Aujourd'hui, on sait désormais qui est habilité à évoluer dans le sud et qui ne l'est pas. Merci. Que ça perdure et que cette loi vivement sur le tribalisme commence à être appliquée dans le sud. Voilà, c'est un problème et vous l'avez dit, on aura l'occasion de disséquer les incidents des Bolova d'hier sur ce plateau ce matin. On va mettre en perspective la loi 90/055 du 19 décembre 1990 portant régime des manifestations publiques et des réunions publiques. C'est quoi un lieu public? C'est quoi un lieu ouvert au public? La police a-t-elle le droit d'interdire une rencontre dans un domicile privé? On va se poser la question. Ou considère-t-on une réunion d'un parti politique dans un domicile privé comme étant une réunion publique? On va disséquer ces notions de droit ce matin sur cette antenne, dans ce programme, étant donné toutes les passions que revêt ce cas des Bolova. Monsieur Batchou Chalamel, qu'on va retrouver à 10h30
toujours sa colère, sa chronique quotidienne. C'est un rendez-vous qu'il ne faut surtout pas rater, madame, monsieur. Également sur le plateau ce matin, Karine Santia, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. J'introduis ce matin avec une information qui nous vient du pays voisin, le Gabon. Le président de la République gabonaise, Ali Bongo, a nommé hier son fils Noureddine Bongo Valentin, coordonnateur des affaires présidentielles. Voilà. Autre sujet qui fait débat, on en parlera ce matin, on dira tout ce qu'on sait de ce qui se passe au Gabon, tout ce qu'on sait parce qu'il y a beaucoup de choses à décrypter au Gabon. On va se rappeler que cette semaine a connu une vague d'arrestations de hauts dignitaires du Gabon et comprendre cette nomination de Noureddine Bongo Valentin, c'est le fils de Ali Bongo Ondimba. Qu'est-ce qui se prépare au Gabon? Beaucoup estiment que c'est une porte ouverte à une succession, là encore, dynastique à la tête de ce pays-là, comme on l'a vu au Togo, comme on l'a vu dans d'autres pays du continent africain. Que devenons-nous dans ce pays, dans ce continent, dans cette sous-région Afrique centrale et dans ces pays de l'Afrique francophone? On va disséquer cette question-là avec vous dans le cadre, Karine Santia, de la revue des réseaux sociaux. Ce sera à 11h05 avec vous, madame, monsieur. Également sur le plateau ce matin, Donald de Brice-Camgan. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour à nos téléspectateurs. Je salue ce matin le jeune Amadou. C'est un jeune de Mora, dans la région de l'extrême nord, qui a fabriqué une voiture tout récemment et qui a présenté cette innovation lors d'un salon sur l'artisanat à Yaoundé. Alors, qu'est-ce que nous avons en termes de politique de promotion de l'innovation? Avons-nous les dispositions, les mesures pour organiser un salon de l'automobile? Quelles sont les dispositions, quel est le cadre qui existe pour encadrer ces jeunes qui brillent par l'innovation dans divers secteurs d'activité, aussi bien dans le domaine des technologies de l'information et de la communication que dans le secteur de l'éducation et dans bien d'autres secteurs? Quelle est la politique nationale d'encadrement de l'innovation? La question est posée ce matin. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on l'a toujours dit, les jeunes Camerounais sont en compétition avec les jeunes Singapouriens ou les jeunes Coréens du Sud, et des Camerounais qui ont l'intelligence, qui ont l'innovation dans l'âme et dans l'esprit, peuvent être portés par une politique volontariste dans ce sens-là. Ce n'est malheureusement pas le cas pour le Cameroun, qui ne vous dit pas que si ce pays avait été gouverné comme des pays qui aujourd'hui sont très avancés, nous serions un pays terre d'innovation, le Cameroun. Nous aurions peut-être produit déjà des scientifiques qui auraient, pourquoi pas, déjà inventé la machine à remonter le temps. Il faut être ambitieux et l'Afrique doit se mettre en avant-garde de l'innovation parce que l'Afrique a toujours été une terre d'innovation. Je vous rappelle que depuis des millénaires, nos ancêtres ont construit les pyramides, des pyramides avec des figures géométriques très asymétriques, avec les instruments que nous connaissons. Aujourd'hui, malgré les évolutions du monde occidental, ils n'ont toujours pas réussi à reproduire de telles prouesses. C'est vous dire que l'esprit africain, l'esprit du noir est un esprit éminemment innovant, et si nous avons des dirigeants qui comprennent ça, nous allons forcément être aux avant-gardes des innovations à travers le monde. Nous serons très en avance avec ceux qui nous montrent aujourd'hui des voitures, des téléphones portables, des smartphones. Nous serons en avant-garde, mais malheureusement, on le voit très bien, on se complaît dans la médiocrité, on se complaît dans la reproduction de ce qui nous vient de l'Occident et de l'Asie. C'est malheureux pour nos pays africains qui n'ont pas d'ambition. On se bat justement pour survivre. Madame, monsieur, on va démarrer le programme de ce matin avec la première rubrique. Il s'agit de l'histoire du jour comptée par vous, Dominique Audrey Oyengelek. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Charlotte et d'Emmanuel. Les deux... Ah, merci, monsieur Fopoussi. Je crois qu'on doit dire merci à nos maquilleuses qui font un travail... Monsieur Bachou, c'est lui. Monsieur Fopoussi, c'est moi. Ah, monsieur Bachou, je pensais juste à vous, c'est tout. Donc, aujourd'hui, je raconte l'histoire d'Emmanuel et de Charlotte. Ils sont ensemble depuis 10 ans déjà et ils ont 2 enfants.
Emmanuel se plaint aujourd'hui parce qu'il estime que Charlotte, c'est une femme qui, durant toutes ces années, n'a fait que le tirer vers le bas. L'histoire commence 6 ans plus tôt, où lorsqu'il a eu un travail qui lui donnait 150 000 francs, il donnait la moitié de son salaire à sa compagne. Dans cet argent, elle devait extraire 25 000 pour les besoins de la famille et ensuite elle devait épargner le reste, soit 50 000 francs CFA. Durant 6 ans, dans sa tête, Emmanuel savait que sa compagne économisait 50 000 francs. On est là rendu à quelque chose comme 4 millions. Bon, les calculs ne sont pas exacts, donc c'est 620 000 francs par an. Emmanuel appelle Charlotte et lui dit « J'ai vu un terrain et je voudrais que tu ramènes l'argent que tu as épargné toutes ces années pour qu'on puisse jumeler et acheter ce terrain et lancer les travaux. » Charlotte de lui dire non, moi je n'ai rien épargné, tu ne m'as pas demandé d'épargner et en même temps moi j'avais mes besoins. Donc honnêtement je n'ai rien, Il a été offusqué. Mais attends, tu as 50 000 francs d'épargne. Même si tu prenais 20 000 pour tes besoins, tes problèmes, tu devais épargner même ne serait-ce que 10 000 par mois pendant 6 années. Tu n'as pas acheté de télé, tu n'as pas acheté une nouvelle marmite, tu n'as rien acheté de nouveau. Et qu'est-ce que tu as fait de l'argent? Donc, il y a eu des problèmes toutes ces périodes-là. Mais pendant 1 an encore, Emmanuel a redonné 50 000 francs par mois d'épargne à sa compagne. L'année se termine et il lui dit « Ok, j'ai pu acquérir le terrain, maintenant je voudrais qu'on lance la fondation, viens avec l'argent que tu as. » La jeune dame lui dit, malheureusement, l'argent, je l'ai donné à ma mère qui garde cet argent-là. Ok, appelle maman, tu lui demandes de te donner l'argent. Elle a tourné, jusqu'à ce que lui prenne sur lui d'appeler sa belle-mère et de lui demander, maman, je voudrais que tu me donnes l'argent que Charlotte a donné pour le chantier. Le maçon m'attend déjà. La belle-mère dit non, elle ne m'a rien donné. Vraiment, je ne suis pas dans votre histoire là, ne me demandez rien, je ne suis pas concernée. Mais comment? Charlotte dit j'ai donné, maman dit elle ne m'a rien donné. Il décide de convoquer une réunion et de s'y rendre avec son épouse. Celle-ci lui a dit je ne vais pas aller dans cette réunion où tu veux humilier ma famille, tu veux m'insulter devant mes parents, dis que je dépends de toi, que tu nourris ma famille, je n'irai pas. Aujourd'hui, on a un homme qui estime que pendant 10 ans, il a vécu dans le noir avec une femme avec qui il n'a jamais rien pu faire de bon. Et il aimerait savoir si c'est la bonne décision qu'il a prise de la mettre à la porte. D'accord. Très bien. Dominique Audrey Oyengelek. Alors, moi, sincèrement, c'est intéressant parce que ça nous permet de rebondir sur une histoire qu'on a eue ici hier avec vous, justement. C'est important que le karma puisse vous rattraper. Voilà. Parce que vous allez traiter des hommes d'incapables parce qu'en 10 ans, ils ne parviennent pas à se construire une maison. D'ailleurs, je vous rappelle que depuis hier, je pense à cette affaire. J'ai perdu le sommeil à cause de ça. Et c'est important parce que, vous savez, les femmes, généralement, ne se rendent pas compte du coup de pouce qu'elles peuvent donner à leur mari dans l'épanouissement matériel de leur couple. Et justement, il y a une personne qui a répondu hier sur la page Facebook. Malheureusement, elle a répondu juste après l'émission. Et j'ai lu le commentaire. Et la personne a dit ceci précisément. On ne peut pas admettre ou laisser dire qu'un homme qui passe 10 ans sans construire est un incapable, sans interroger le rôle que la femme a pu jouer à ses côtés pendant ces 10 ans-là. Parce qu'une femme qui sait jouer le jeu en 10 ans peut amener justement l'homme à être capable, s'il faut reprendre le terme de Dominique Audrey sur ce plateau. Alors, ce qui est important de rappeler, c'est que il faut qu'on se calme. Hein. En 10 ans, il faut interroger, est-ce que l'homme a réussi à envoyer les enfants à l'école? Oui ou non? Oui. A-t-il apporté l'argent qu'il fallait pour soigner les enfants quand ils étaient malades? Oui ou non? Il l'a fait. Donc on ne peut pas dire qu'il est incapable en soi. Donc on est là face à un homme capable aujourd'hui et à une femme qui est incapable. C'est malheureux, mais c'est une femme qui est capable parce qu'elle a... Non, mais c'est la femme la plus chanceuse de la Terre. Ah oui. Elle reçoit chaque mois et ça sans discontinuer. Il n'y a pas un mois où ça, ou bien un autre mois où ça baisse un peu, ou un mois où ça augmente un peu. Non, elle reçoit tous les mois 75 000. Dans les 75 000, elle a 25 000 et 50 000 doivent servir à l'épargne. Mais, vous savez, les femmes, elles le dépensent.
on se retrouve dans cette situation. Alors, Donald Brice, je commence par vous. Pour vous, l'histoire de ce matin pose quel problème? Deux principaux problèmes. Oui. Le premier, la notion de confiance. Sauf à me dire que les femmes sont des personnes irresponsables, il est tout à fait compréhensible que l'on puisse faire confiance à son épouse en lui donnant des ressources qui peuvent être financières ou matérielles de garder. Une certaine opinion pense même que les femmes gardent plus l'argent que les hommes. Ça, je n'ai pas encore mené une enquête pour le dire. Mais si... Ce que vous dites est réel. Hein? Ce que vous dites est réel. Tu parlais d'une certaine opinion. Non, c'est une opinion générale. Parce que c'est une opinion générale. Observez bien les entreprises au Cameroun. Observez bien les hommes d'affaires. Lorsqu'ils montent leur affaire, regardez à quel poste, les postes auxquels ils mettent les femmes. Les postes d'argent. Même dans nos réunions, quand il faut trouver le trésorier, généralement c'est les trésorières. C'est les femmes qui gagnent l'argent. J'ai même compris cette façon de faire. Donc, on est là dans la notion de confiance. Vous ne pouvez pas dire que vous vivez avec une femme sans pouvoir lui faire confiance. Ça, c'est la confiance qu'Emmanuel a voulu accorder à son épouse en lui donnant cet argent de garder. Beaucoup d'hommes le font. Maintenant, j'observe quand même qu'Emmanuel a fait dans un premier temps, et par la suite, la femme n'a pas été capable de mettre l'argent à disposition de son époux. J'ai également récemment pris connaissance d'une histoire pareille où, bon là c'est pas un couple marié, mais un ami avec sa petite amie, il a mis de l'argent à sa disposition pour le loyer, pour les dépenses courantes, et par la suite, il n'a pas pu rentrer dans les sous. Je veux dire que si on a ce cas de situation et que Emmanuel dans un premier temps met de l'argent et par la suite ne retrouve pas, dans un deuxième temps remet encore de l'argent, elle dit qu'elle a confié à sa maman dit non, je n'ai jamais reçu de l'argent. C'est extrêmement grave. Il a quand même pris le risque de le faire pour une deuxième fois. Je pense que on dit souvent lorsqu'on a été mordu par un serpent, lorsqu'on voit le mille pattes en fuit. Donc Emmanuel a pris un risque incroyable quand même. Il ne serait pas excessif qu'il prenne une décision de mettre cette femme à la porte, parce que si pendant 10 ans quelqu'un garde de l'argent chez vous, votre époux vous donne de l'argent, c'est une preuve de confiance, parce qu'il y a entre-temps également, il y a des microfinances, il y a des banques où Emmanuel aurait pu épargner cet argent sans qu'on nous dise qu'on ne retrouve pas de l'argent, soit dit en passant. Donc je pense qu'il a quand même un risque énorme en acceptant de tomber pour 2 fois. Et il se rend très bien compte que Charlotte n'est pas digne de confiance. On peut lui donner toutes les leçons morales qu'on veut, mais je pense qu'après... Mais il est un peu naïf quand même, non? Oui, je suis tout à fait d'accord qu'il y a un peu de naïveté. Mais moi, je comprendrais que, parce que tomber quand même 2 fois pour ce type de situation... je veux dire que même l'idée de lui confier l'argent, d'épargner, permettez-moi de poser la question comme au quartier, c'était quoi le projet? Non, monsieur... Qu'elle fasse une tontine, qu'elle garde dans un compte en banque, qu'elle garde à la maison, que je ne sais pas, veut dire à un moment donné, il faut bien qu'on soit clair avec les termes. C'est aussi un moyen de tester le niveau de responsabilité de la femme. Si vous voulez qu'on décrit la femme comme cet être irresponsable, complètement inconscient, qui ne sait pas ce qu'elle fait, qui n'est pas digne de confiance, allons-y. Et là, ce serait... Non, mais c'est un débat, on peut l'avoir. Oui, mais justement, oui. Parce que si vous dites aux gens qu'ils vivent avec les épouses de façon complètement méfiante, qui ne donnent aucune parcelle de confiance à leur épouse, non, je ne peux pas déconseiller à quelqu'un de confier de l'argent. Est-ce que c'est de la confiance de faire ça? C'est de la naïveté. Je veux dire qu'à un moment donné, je pose la question, pourquoi Dominique et Audrey me regardent comme ça? Je pose la question juste, pour qu'on avance dans le débat. Je veux dire qu'à un moment donné, quand on décide de donner un argent, on doit au moins savoir comment cet argent-là, ou bien le chemin que prendra cet argent. Est-ce que l'argent a été donné pour qu'elle verse dans un compte qui est commun ou dans un compte qui est propre à la femme? Première question. Est-ce que l'argent
était censé aller dans une tontine, parce qu'il y a des hommes qui font ça, qui tontinent par leur femme. Deuxième élément, est-ce que l'argent, c'était pour qu'elle monte un business? Je veux comprendre, c'était quoi le projet derrière? Ou sa femme devait avoir une caisse à la maison, ou une boîte, comme on faisait quand on était plus jeune, où elle met cet argent-là, elle garde. Je veux comprendre, c'était quoi le projet derrière? Non, on ne m'a pas dit dans l'histoire que Charlotte a 15 ans pour ne pas savoir comment garder de l'argent. Charlotte est censée être une femme peut-être de la trentaine, mûre, et donc, si on met l'argent à sa disposition, elle sait qu'il y a des tontines entre amis, il y a les microfinances également qui peuvent permettre de garder, d'épargner cet argent. Donc, il veut dire que l'époux n'avait pas besoin de lui dire où est-ce que tu as mis cet argent, c'est dans quelle banque, c'est dans quelle tontine. Non. S'il y a un problème, qu'elle pose le problème. Maintenant, si elle veut faire des dépenses, elle peut le dire à son époux, quitte à ce qu'il refuse, et que par la suite, elle dépense. Lui, au moins, il saura, il agira en connaissance de cause. Parce que lorsque votre épouse vous demande de l'argent, et que vous refusez, et par la suite même, elle utilise cet argent, l'époux, lui, il a au moins été averti, il prend les dispositions conséquentes. Donc, je pense qu'on est dans un cas d'irresponsabilité grave de cette femme-là, mais également d'un peu de naïveté d'Emmanuel qui a accepté de récidiver, bien qu'elle ait été mordue pour une première fois. Voilà. Alors, Chalamel, on se pose la question sur est-ce qu'on doit, d'abord, cette question, est-ce qu'on doit confier autant d'argent à sa femme comme ça, un chèque on le signe un chèque en blanc, fais comme tu veux et rends compte dans 6 ans? Monsieur Eric Fopoussi, la façon avec laquelle la femme reçoit l'argent est très significative chez les banques. Oui. Est très significatif. Si vous remettez l'argent à votre femme, elle sourit. Monsieur Eric Fopoussi, reprenez, elle a des problèmes. Reprenez, elle a des problèmes. Si vous remettez l'argent à la femme, elle dit dépose sur la table ou pose à tel endroit, elle simplifie. Ce n'est pas à son équipe, elle simplifie. Elle méprise. Si vous remettez l'argent à votre femme et elle demande c'est pour faire quoi avec, je fais quoi avec, monsieur, il faut aussi essayer et enseigner là. C'est important. Donc quand vous remettez, elle commence à sourire, reprenez l'argent là, monsieur, il faut pousser. Reprenez, ça ne sera pas facile, mais reprenez. Elle a des problèmes. Parce qu'elle sait que là, comme c'est tombé là, elle va résoudre ses problèmes. Ça, c'est important. Oui. La femme qui aime parler du futur, celle qui n'aime pas vivre le présent. On est concrètement en face d'une femme qui n'aime pas. Monsieur Eric Fopoussi, si une femme a décidé que vous allez acheter le terrain, vous n'allez plus dormir dans la maison là. Vous n'allez pas dormir. Si la femme s'empêche, son père même est malade, vous tournez comme ça là, tu dis quoi de mon père? Vous changez comme ça là, mon papa m'a appelé. Vous mettez la tête comme ça, mon téléphone, je dis que c'est mon père. Vous allez donner, en donnant l'argent là, vous allez donner pour la chasser, monsieur le Fopoussi. Donc cette femme n'a pas de projet. Cette femme vit le présent. Ce n'est pas la faute de la fille, mais c'est la faute des parents de la fille. Pourquoi, monsieur le Fopoussi? Les parents n'ont pas préparé cette fille au mariage. La femme est l'économe de la maison. Elle gère tout en prévoyant. Elle est la gardienne du bonheur et des malheurs de son mari. Monsieur Eric Fopoussi, mon papa, qu'est-ce qu'il faisait quand il donnait l'argent de poche? Il disait à mes grandes sœurs, puisque j'ai vécu avec mes grandes sœurs, il prend l'argent, il donne, il dit bon, dans l'argent que je t'ai donné, il y a l'argent de la lumière et de l'eau. Il donne ça le premier, il dit pour le mois si j'ai payé, tu payeras le mois prochain. Il n'est plus avec toi. Lorsque les factures arrivent, il ne pose pas de questions. Il a réglé la facture du 1er au 10. Et c'est entre le 1er et le 10, peut-être le 5 qui te donne l'argent du mois prochain, avec ton argent de poche. Lorsque les factures arrivent, il ne se plaint pas, il ne bavarde pas. Il attend, il te dit, bon, présente-moi la facture, peut-être le 11, il te dit, présente-moi la facture. C'est là où il se rend compte, il enseignait l'art d'épargner, l'art de savoir gérer, d'avoir de l'argent et ne pas toucher. On a eu ça avec ma maman qui faisait ça sur mes grandes sœurs, qui remettait l'argent du mois, la ration du mois, en disant ce mois-ci, c'est toi qui gères la cuisine ce mois. On porte l'argent, on remet à la jeune fille, que la jeune fille commence à enlever 1000 francs, 2000, mais qu'on mange à satiété à la maison. Voilà comment on prépare la jeune fille au mariage, à savoir gérer l'argent. Cette fille ne sait pas gérer l'argent. Elle a vécu dans une famille peut-être modeste,
peut-être pauvre, je ne sais pas, peut-être une famille dépensière, monsieur il faut possible. Oui. Elle n'a pas été informée à l'économie. Mais on dit qu'on enseigne par l'exemple. Et chaque problème apporte une expérience. Je pense que 6 années où son mari l'a fait asseoir et elle a réalisé qu'elle n'a pas épargné, l'année supplémentaire qu'il a accordée à cette femme devait être une année où elle devait se rattraper, se racheter, de dire à son mari, écoute, voilà ce que j'ai fait. Étant donné que le bois mort, jeté dans l'eau, ne pourra pas changer, devenir caïman ni crocodile, je crois que cette femme a démontré avec cette 7e année, c'est-à-dire des chiffres impairs qui chez les banques sont très importants, parce que dans nos chefferies, on a le 3, 7 et 9. Cette 7e année était une année de probation. La semaine, elle a 7 jours, il faut le préciser. Je crois que là, il s'est rendu compte qu'elle ne pourra pas changer. Donc, raison pour laquelle je valide le fait pour lui de l'avoir mis à l'extérieur, quitte à ce que l'extérieur lui apporte ce que l'intérieur ne lui a pas donné. Voilà, on va retenir, on va retenir votre propos à l'entame de ce que vous avez développé. C'est sur comment votre femme réagit lorsque vous lui remettez de l'argent. C'est très important. Non, il faut revenir sur ces 3 temps. Si elle sourit, si vous donnez l'argent à votre femme, elle sourit, reprenez. Voilà. Si elle dit merci beaucoup, monsieur Eric Fopoussi, sachez que c'est pour elle, ce sont des bananes. Mais si elle dit c'est pour quoi faire? Toutes les femmes, lorsqu'elles déposent là, posent ça ici là, monsieur Eric Fopoussi, elle méprise. Mais lorsqu'elle dit que je fais comment avec, faites-la asseoir et donnez-lui un enseignement, c'est le rôle de l'homme. D'accord. Karine, comment vous trouvez cette femme et la réponse de cet homme aussi? Il est inadmissible que tous les jours ici, on soit en train de se battre pour que les femmes prennent en considération certains de leurs droits, qu'à un moment donné, elles flanchent. Ça me fait mal parce que je n'ai pas grandi dans une famille où l'homme faisait ça. Et c'est bizarre qu'on arrive à la situation actuelle dans ce couple-là. Ce sont des personnes qui se sont mariées sans se connaître. Ils ne se connaissent pas. Il ne sait pas le genre de femme qu'il a. Elle ne sait pas le genre de mari qu'elle a. Il ne sait pas qu'il a une femme qui dépense. Il a une femme. Il aurait même dû tester ça lorsqu'ils étaient encore à l'extérieur, lorsqu'ils n'étaient pas encore mariés. Il ne sait pas le genre de femme qu'il a. Vous ne pouvez pas ne pas travailler, ne pas savoir que quelqu'un est telle chose. Maintenant, quand vous commencez à travailler, vous faites quoi? 6 ans après, avant de vouloir connaître le bilan des épargnes, c'est beaucoup trop long. Même quand vous déposez votre argent en banque, à la fin de l'année, vous faites le bilan de ce que vous avez déposé. Vous faites le bilan des intérêts que vous avez eu en fonction de votre argent déposé en banque. Donc, lui-même aussi, il est à plaindre. C'est pour ça que je dis que c'est un couple qui s'est marié sans se connaître. Ils se sont retrouvés, ils ont vu l'autre était belle, l'autre était beau, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Maintenant, concernant la femme dans cette histoire, comme je le disais tantôt, c'est une situation qui me désole. Parce qu'il y a des personnes qui vivent dans leur foyer aujourd'hui avec moins de 30 000 francs le mois. Des femmes qui vivent dans leur foyer aujourd'hui avec moins de 30 000 francs le mois, mais qui ne bronchent pas, qui ne font pas de problème, mais qui réussissent toujours à avoir 500 francs à la fin de la semaine pour faire le djangui, par exemple. Mais arriver à avoir une femme qui a eu autant d'argent en 6 ans et qui n'a même pas pu épargner 1000 francs la semaine, et qui dit à son mari carrément qu'il n'y a rien eu, je n'ai rien épargné, tu ne m'as pas demandé de garder quelque chose. Ça a se poser beaucoup de questions sur ce qu'elle souhaite pour ses enfants. Parce que la plupart des femmes qui sont dans des foyers, lorsqu'elles ont un excédent d'argent, c'est mon enfant. Mon enfant. Quand il y a déjà un enfant, même si vous ne pensez pas le futur de vous et votre mari, mais votre enfant vous préoccupe. Raison pour laquelle les premières choses que les femmes font lorsqu'elles sentent que le mariage est en train de dégringoler, c'est chercher l'argent de leurs enfants. Raison pour laquelle lorsque vous voyez qu'une femme est dans un foyer polygamique, tout ce qu'elle fait, c'est pour ses enfants. Si vous êtes dans un foyer où vous avez eu ces opportunités et que vous n'avez pas pu sécuriser cela pour vos enfants, ça prête à confusion. Son mari nous dit qu'elle n'a pas pu acheter une nouvelle marmite dans la maison. Moi, je connais un homme que sa femme, il n'aimait pas que sa femme travaille, mais à chaque fois qu'elle réussissait à avoir de l'argent épargné de sa ration alimentaire et tout, elle faisait tout pour acheter quelque chose pour sa maison. Le rotin, tout, elle faisait tout pour équiper sa maison avec cet argent-là. Donc, je me dis que cette femme, c'est pas juste qu'elle est dépensière, je me dis aussi qu'elle est dans une famille où beaucoup de personnes comptent sur elle et qu'à un moment donné, elle s'est trouvée à être la personne qui fournit pour sa famille. Son mari est le fils adoptif de son père. Je me dis que c'est ça, parce que si elle réussit à dire que j'ai donné à maman, ça veut dire que soit elle n'a quelqu'un dans la famille. Mais maman, de rétorquer qu'elle ne m'a rien donné, c'est un plan
peut-être entre les deux, qui veulent embrouiller les gens et finalement égarer la situation. D'accord. Alors, Dominique Audrey, hier ici, on faisait le procès, vous et moi, des hommes incapables. Vous ferez le procès, vous oserez faire le procès ce matin des femmes incapables ou pas? J'ai peur d'avoir été très mal comprise. Oui. Lorsqu'on dit qu'un homme est incapable, vous avez dit que un homme qui paye le loyer, qui nourrit les enfants, qui s'assure de la santé, est un homme capable. Ok. Mais dès que vous allez passer 10 ans chez quelqu'un parce que vous payez le loyer et vous n'allez pas penser à vous construire, c'est pour ça qu'on dit que même si c'est la maison en planche, faites un effort. 10 ans de location, c'est beaucoup. C'est énorme. On ne compte pas. Je parlais avec quelqu'un qui m'a dit qu'après avoir écouté M. Mbachou, lui ne peut même pas attendre 500 de sa femme pour construire la maison. Il ne veut pas de ça. Qu'est-ce que lui... Qu'est-ce que je dis de mal? Non, que c'est bien, non? Donc, c'est pour dire qu'on n'attend pas la femme pour se construire une maison. Il n'a pas besoin de se construire en ville. Il peut aller au village. Non, mais se construire une maison. La femme est le catalyseur. C'est vrai. La femme est le catalyseur de tout. Peut-être. Non, Dominique, sauf que je te prends peut-être 30 secondes. C'est la femme qui se lève un samedi matin, rassemble tous les slips de son mari et jette. Il y a des hommes ici dehors, quand ils se penchent, vous voyez le style de slip qu'ils portent, vous vous demandez s'il est marié. C'est la femme qui est le catalyseur de tout. C'est la femme qui doit prendre les sous-vêtements de son mari jeté. C'est la femme qui doit dire à son mari, on a trop mis en location. Vous savez, je vais vous raconter comment ma tante a fait pour construire en dur. Ma tante, pour construire en dur, elle attendait quand son mari rentre. Elle dit à son mari, j'ai besoin d'argent pour chauffer ta nourriture. Le mari pour chauffer la nourriture parce que le bois est fini. Le mari dit, il n'y a pas d'argent. Et le gaz est fini. Elle va, elle enlève, comme vous avez construit maison en planche, elle cherche un endroit de leur chambre, elle tire le morceau de bois, elle femme pour chauffer. Quand le type veut parler, il dit que moi, on te met 2 rangées de parpaings, tu vas mettre ça le matin. C'est comme ça que le type est arrivé un jour, il a trouvé un poteau au sol. Elle dit qu'elle voulait préparer le cookie, elle a cassé tout un côté. Il a monté, c'est la femme qui est catalyseur. Mais quand on tombe sur une femme qui ne l'est pas, qu'est-ce qu'on fait? On la vit. On la jette. On la jette, sauf que tout le monde n'est pas dans cet état d'esprit-là. C'est à l'homme, vous avez dit que l'homme éduque, machin. Donc maintenant, quand vous tombez sur une femme qui n'est pas comme ça, qui ne réfléchit pas comme ça, amenez-la. Amenez-la. C'est un peu comme un père qui est cultivateur et qui veut que ses enfants aiment ce qu'il fait. Vous amenez tous les jours votre enfant à comprendre ça. Beaucoup de femmes ne sont pas économes. Beaucoup ne le sont pas. Vous avez dit que une femme à qui on donne de l'argent et qui demande quoi faire, par exemple, on doit lui expliquer, c'est la même chose. C'est vrai qu'il se sera attendu à ce que sa femme lui dise que, ok, mon père, avec l'argent l'année-ci, comme ça a donné 600 000, j'ai décidé peut-être d'ouvrir une caisse, par exemple. Mais peut-être elle ne l'a pas fait. Donc, en ça, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est une femme qui est en train de se construire ailleurs. D'accord. C'est ce que je pense. Qu'elle est en train qu'elle a vécu sa vie, qu'elle fait sa vie quelque part. On a épuisé ce qu'on avait à dire de l'histoire de ce matin. On ne mettra pas toute la matinée là-dessus. Absolument, Donald. Madame, monsieur, restez avec nous. Dans un instant, la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question des crises préélectorales dans ce pays. Le Cameroun, depuis bien des années, traverse des crises préélectorales. Chaque fois qu'on annonce l'organisation des élections, il y a toujours des remues, des remous, des bavardages, des tripatouillages dénoncés et par la société civile, les leaders des partis de l'opposition. Devrait-on aller aux élections dans un contexte délicat, avec notamment la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et les problèmes de sécurité dans l'extrême nord et à l'est? Telle est en somme la question que tous se posent, même si les turiféraires pensent que si on est allé au présidentiel, on peut aller aux élections locales. Pourquoi absolument y aller?
Est-ce la quête absolue d'une légitimité, puisque la légitimité elle-même est conférée par le peuple? Pourquoi ne pas d'abord se soucier des conditions de vie de ce peuple-là qui continue de vivre une torture psychologique morale du fait des multiples crises qui durent depuis des années? Pourquoi ne pas se concentrer à les résoudre une seule fois et de manière définitive avant de penser à poser les jalons d'une politique saine, porteuse et légitimée? Nos dirigeants réussiront-ils le pari de ramener la paix dans les régions anglophones avant la tenue de ces élections locales? Tel peut être ce qu'on entend depuis l'appel à candidature, depuis le lancement du scrutin de législative et municipale 2020 dans ce pays. À quoi sert-il d'être un opposant et à une forte représentativité dans ce pays si sa voix ne compte pas par la majorité? Comment comprendre que le Cameroun s'enflamme chaque année, chaque fois, tous les 2 ans, tous les 700, quelques semaines avant les élections dans ce pays? Rappelons-nous des élections de 91. Rappelons-nous des années 2000. Rappelons-nous de 2011 et j'en passe, de 2004 même, et j'en passe, pour comprendre de quoi je parle. Les experts en politique s'accordent à dire que le pays a connu des élections aux résultats clés en main, organisées par des administrateurs coloniaux avant l'indépendance. Les élections spectacles sous le règne du président Paul Biya, les élections aux résultats volés à l'avènement du multipartisme au début des années 1990, les élections truquées dans les années 2000, avec toujours à la clé des revendications avant, pendant et après. Comment comprendre qu'on ne s'est jamais attelé à organiser des élections dans la simplicité, dans la quiétude, dans l'acceptation par tous des règles du jeu? Comment comprendre que tout ce qui est présenté dans ce pays comme élection ne présente aucunement des conditions élémentaires de cette appellation? Comment comprendre qu'on n'a jamais réussi à organiser des élections sans qu'aucun problème ne soit né avant, pendant et après? Quelle est l'identité de ce démon qui attend la veille des élections pour déclencher les troubles de divers ordres? Comment comprendre le climat de méfiance qui existe entre les leaders de l'opposition, les populations dans leur ensemble, la société civile et l'État? Comment comprendre le fait pour le Cameroun d'organiser des élections sous fond de tensions sociales exacerbées, et cela toutes les fois? Comment comprendre l'organisation des élections dans ce pays alors qu'aucune priorité n'est accordée à la résolution des différents conflits, des multiples grèves, des multiples revendications? Jamais on n'a pris la peine de s'asseoir, on préfère foncer comme un taureau. Les revendications sont les mêmes depuis des années. Une commission électorale indépendante dont les membres sont nommés par le pouvoir en place qui sans doute avalisera les résultats. Comment comprendre que le commun des Camerounais est à même de penser qu'à chaque élection, tout concourt déjà en amont à la préparation d'un douteux plébiscite, découpage électoral, biaisé des circonscriptions électorales, par exemple plus de sièges de députés dans les zones favorables au pouvoir et moins dans les zones favorables aux opposants. Ce n'est pas moi qui le dis. Parcourez l'ensemble des revendications de ces leaders, vous verrez. Non-inscription sur la liste d'électeurs des millions de Camerounais, scrutin à un seul tour, qui ne sont ainsi que des caractéristiques techniques complémentaires à la déliquescence des structures sociales et politiques d'opposition savamment entretenues par le régime. L'absence de système électoral et de système judiciaire fiable qui constitue le frein, le principal frein au bon déroulement du scrutin. Comment comprendre qu'après le grand dialogue national, une des demandes faites par même la société civile et la classe politique qui était d'aller aux élections avec un code électoral consensuel n'a pas eu de suite? Comment comprendre toute cette propagande déployée à coups de millions de francs CFA, utilisant sans vergogne tous les moyens de l'État, avec pour effet immédiat de ruiner tout espoir de voir un quelconque opposant remporté par les urnes, fussent-elles transparentes, dit-on. Voilà comment les opposants, voilà comment les leaders des partis politiques, voilà comment les leaders de la société civile ne cessent de décrier à chaque préparation d'une élection un ensemble d'incongruités. Vraiment, comment comprendre cette plus que trop implication active des fonctionnaires de l'État
dans le parti au pouvoir, les fraudes massives, les menaces et les intimidations des opposants, les votes multiples, mieux les doublons, la distribution sélective des cartes d'électeurs et même les inscriptions filtrées sur les listes électorales. Rappelons-nous que lors du double scrutin du 30 septembre 2013, malgré l'introduction de la biométrie, on avait eu à remarquer que certains de ces tas avaient décidément la peau dure. Quand allons-nous sortir de ces crises préélectorales dans ce pays? Alors, Chalamel, votre colère arrive à un moment où les médias, donc nous, faisons l'objet de nombreuses critiques de la part d'une certaine opinion au Cameroun. On estime que nous, les médias, nous avons décidé de laisser libre cours à des commentaires de découragement aux élections. Je vous le dis parce que ça se dit et ça se lit un peu partout et c'est très grave. D'ailleurs, il faut le dire, et vous l'avez dit suffisamment, c'est que ce n'est pas une affaire qui date d'aujourd'hui, de 2019. Vous êtes remonté au tout début des années 90 pour nous signaler que la question de la sincérité du vote, la question du processus électoral a toujours été une pomme de discorde entre les hommes politiques de l'opposition et le pouvoir en place. Et d'ailleurs, on se rend compte que justement, depuis lors, chaque fois qu'on proclame les résultats, le pouvoir en place réussit par ce processus électoral à se maintenir au pouvoir. Donc on peut s'interroger sur tout ce qui est dit. Lorsqu'on compare avec d'autres pays et comment le système électoral garantit une certaine équité pour tous les compétiteurs, on est en droit de s'interroger au Cameroun sur ce que nous voulons pour ce pays. Faire ce débat n'est pas un découragement aux élections, qu'on soit clair. Alors, que vous inspire justement Donald Brice Kamgan cette thématique liée aux crises pré-électorales? D'abord, avant de commenter la colère de Charles, je voudrais réagir à cette polémique que vous évoquez, notamment celle qui consiste à dire que certains médias organisent le découragement de l'électorat. Alors, moi, il fait un distinguo entre le découragement conjoncturel et le découragement structurel. Oui. C'est-à-dire que nous étions dans une société jusqu'ici où beaucoup de Camerounais, parce que pessimistes sur les règles du jeu, estimaient qu'il ne servait à rien de glisser un bulletin dans l'une parce que de toutes les façons, la volonté du régime en place passerait avant tout. Alors, nous sommes de plus en plus... Et ça continue. Nous sommes de plus en plus partis pour un contexte différent où les gens ont pris conscience de la nécessité de s'intéresser à la marche des affaires publiques, de prendre part au processus électoral. Et donc, le découragement conjoncturel est dû au contexte actuel, marqué notamment par la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et aux règles du jeu, une fois de plus, qui doivent être toilettées, remises à jour. En tout cas, tous les acteurs, sinon la plupart des acteurs s'entendent là-dessus. Je vous renvoie au rapport d'Elections Cameroun sur le récent scrutin présidentiel d'octobre 2018. Donc, moi, je fais un distinguo entre ce découragement conjoncturel et structurel. Donc, le découragement structurel, lui, il est différent parce que il tient compte de la conscience. Il y a une conscience politique. On décide de ne pas y aller de façon consciente parce qu'on sait ce que cela a comme impact, c'est un moyen de pression. Or, le découragement structurel, oui, c'est la passivité, c'est l'inconscience de ce que le vote même représente. D'ailleurs, je rappelle que jusqu'à aujourd'hui, Elecam a publié les listes électorales. On est à peu près à 6 millions d'inscrits. Voilà. 6 millions d'inscrits, ça ne représente pas beaucoup de choses par rapport au nombre de Camerounais. Si on part du principe que nous sommes au moins 25 millions de Camerounais, bon, d'autres chiffres, vous savez, il n'y a pas eu de recensement depuis 2005, donc pour l'instant, on est dans des estimations, mais on estime le corps électoral camerounais, du moins les personnes à même de voter, à près de 11 millions de Camerounais, et après 11 millions de Camerounais en âge de voter. Et ça, c'est ce qui
sont à 20 ans. Parce qu'au Cameroun, la majorité électorale, c'est 20 ans. Beaucoup espèrent qu'on ramène ça à 18 ans. Si on ramène à 18 ans, on est clairement dans les 15 millions. Donc, 15 millions sur 6 millions de Camerounais qui se prononcent sur le choix de nos dirigeants, ce n'est pas beaucoup. Et rappelons que sur les 6 millions, à la dernière présidentielle, c'est à peu près 2 500 000 personnes qui ont voté. Donc, encore sur les 6 millions, ce n'est pas tous les 6 millions d'inscrits qui vont voter le jour de l'élection. Donc, c'est pour vous dire le découragement conjoncturel que vous dites est beaucoup plus grave et ce n'est pas les médias qui vont contribuer justement à quoi que ce soit. Pour en venir à la colère de Charles Hamel, je pense que les éléments sont réunis pour aboutir à cette crise électorale. D'abord, si on prend le calendrier électoral, il est géré par une seule personne qui s'appelle le président de la République, qui est lui-même candidat pour la plupart du temps au processus électoral, aux municipales législatives à venir. Tout le temps, parce que son parti politique n'a jamais été... Voilà. Donc, c'est lui qui détermine quand est-ce que le corps électoral est convoqué, quand est-ce que l'élection a lieu, quand est-ce que la campagne débute. C'est encore lui, à travers le gouvernement, qui octroie les financements pour la campagne, ainsi de suite. Donc, d'abord, sur le calendrier électoral, il y a une grosse inéquité qui devrait pouvoir être réglée. Maintenant, sur les acteurs qui prennent part au processus électoral, on parlait du Gabon à l'entame de ce plateau. Le Gabon n'est pas un exemple de démocratie, certes, mais j'observe qu'au Gabon, la commission électorale a 8 membres, dont 4 de l'opposition et 4 du pouvoir. C'est quand même une avancée qui nous permet de dire que on n'a pas forcément besoin d'être en France ou à Washington pour avoir des règles consensuelles ou à peu près semblables à ce qu'on aimerait avoir en termes d'équité et de transparence dans le jeu électoral. Au Cameroun, on le sait, Elections Cameroun est mise en place par le gouvernement, par l'exécutif. Les 18 membres du conseil électoral sont nommés une fois de plus seulement par le président de la République qui est candidat au scrutin. Et donc, on ne peut pas attendre la neutralité de l'Elections Cameroun, ce serait rêver. Le conseil constitutionnel, sa neutralité a été mise à rude épreuve lors de la récente élection présidentielle avec le contentieux. Le conseil constitutionnel, on va dire deuxième version, parce que la première version était très bonne, mais le fait d'avoir fait en sorte de donner la possibilité d'un mandat renouvelable et d'avoir diminué le nombre, la durée de leur mandat par rapport au mandat présidentiel, parce qu'avant c'était 9 ans, c'est passé à 6 ans, donc c'est moins que celui du président. Donc un conseiller du conseil municipal, justement l'un des membres, évidemment, a le sentiment qu'il peut, son mandat peut être renouvelé s'il donne de bonnes, je veux dire, naturellement ça se comprend. Alors que dans la première version, le fait qu'il soit nommé pour 9 ans et que ce soit un seul mandat, ça pouvait faire qu'un conseiller pouvait dire quoi qu'il arrive, je prends une décision, je ne suis pas soumis à un renouvellement ou pas. Je l'assume. Oui, justement. Oui. Donc, d'abord sur la mise en place du conseil, il est mis en place par l'exécutif, une fois de plus. La composition du conseil pose problème. On a souvent été surpris que le régime ne prenne pas un certain nombre de précautions, d'élégance dans la nomination, la désignation de ceux qui constituent les membres du Conseil constitutionnel. Vous vous souvenez que des éminents membres du bureau politique du ADPC ont été placés au sein du Conseil. Ça a créé, ça a donné lieu à des requêtes devant le Conseil constitutionnel, mais le Conseil, une fois de plus, a vidé comme une lettre passée à la poste les requêtes qui avaient été formulées. Donc l'ensemble de ces réserves font que le terrain est préparé pour des élections contestées et toujours contestables. Mais je pense que le régime doit prendre conscience de ce que nous sommes dans une société où les gens sont de plus en plus politisés, s'intéressent de plus en plus à la marge de la cité et donc ne seraient plus prêts à accepter ce qu'on accepterait il y a 5 ou 10 ans en arrière. Tout à fait. Dominique Audrey, oui. Que vous inspire cette question liée au contentieux près. On n'est pas encore à l'élection, il faut qu'on soit d'accord. C'est vraiment avant l'élection et déjà qu'il y a des zones de conflit. Donald Brice s'est largement exprimé, mais moi, par exemple, s'il faut s'en tenir seulement à l'organe chargé d'organiser ces élections-là, il y a énormément de choses à redire. Par exemple,
vous voyez, si on est par exemple dans un parti d'opposition et qu'on sait comment la personne qui gère les élections auxquelles on va participer sont arrivées à cet endroit-là, forcément, dans la tête du compétiteur, on sait déjà qu'on a un certain écart entre la personne qui l'a placé là et nous. D'où les nombreuses... Les revendications, non, puisqu'on n'a pas encore été des nombreuses plaintes et complaintes et autres. Et aussi, si on s'en tient au contexte de 2019, on sait également que cet organe-là reste silencieux par rapport à tout ce qui se passe. Il y a eu de nombreuses plaintes, il y a eu, mais cet organe-là ne dit rien. Forcément, on a dans des gens qui, par exemple, ont décidé carrément de sortir de là puisque le code ne change pas. On a d'autres qui s'attendent à certaines prorogations. On a eu des supputations, rien n'est fait. Donc aujourd'hui, on a des Camerounais, des politiciens qui forcément vont toujours se retrouver en train de spéculer, de revendiquer parce que l'organe ou bien la machine, et c'est un système. D'accord. Karine, qu'est-ce que vous pensez de ces nombreuses crises préélectorales au Cameroun? Moi, je vais me pencher sur l'angle de l'administration. C'est-à-dire que le jeu trouble que jouent les agents de nos administrations, parfois inféodés par leur appartenance à un parti politique en particulier. Parce que vous savez que dans le processus de constitution... Appartenance exemple, ou allégeance? Appartenance à un parti politique. Maintenant, allégeance, c'est par rapport à un homme. D'accord, allez-y. Par rapport à ce que le sujet m'inspire aujourd'hui, je pense pratiquement à cette constitution des dossiers qui cause beaucoup de problèmes au Cameroun. Ça, c'est depuis les élections de 2011, je pense. Beaucoup de candidats qui auraient voulu participer à ces élections n'en ont pas pu, justement parce que, évidemment, certains dossiers, certains maires, parfois désertent leur bureau, certains sous-préfets refusent catégoriquement de signer vos dossiers, certains, lorsque vous partez par exemple au niveau des impôts, il y a des documents qu'on refuse parfois de vous octroyer. Et on ajoute parfois certains documents dont on sait que vous n'allez pas pouvoir avoir. Maintenant, par rapport à nos élections, on remarque que la présence de l'administration fausse le débat, fausse la constitution des dossiers, fausse même l'activité des acteurs des élections, c'est-à-dire les potentiels votants et les potentiels candidats. Lorsque vous voyez, vous savez que dans votre pays, il y a un ministre chargé de l'administration territoriale qui dit être le ministre des élections, et vous avez un organe chargé des élections, il y a déjà cacophonie au niveau des postes. Qui au final gère les élections au Cameroun, ça pose un réel problème, raison pour laquelle vous voyez que beaucoup de personnes sortent dans la rue pour dire non, on veut un organe chargé des élections libre et indépendant, neutre, dans lequel tout le monde pourra s'y retrouver. Vous voyez que à peine un parti politique a dit qu'il ne participe pas aux élections, que un ministère sort pour dire que les élections se feront. Donc ça veut dire que au final, qui parle des élections au Cameroun? Est-ce que c'est Elecam ou alors c'est le ministère en charge de l'administration territoriale? Donc toutes ces questions-là font en sorte que les Camerounais, au moment de passer aux élections, se posent évidemment la question: qui va compter les votes? Parce que même dans les centres de vote, vous voyez qu'il y a des scrutateurs, mais à la fin, c'est le rapport ou encore c'est comment est-ce qu'ils appellent ça, le bilan, le PV d'Elecam qui fait foi. À la fin, même si on a fait plusieurs photocopies et que Elecam a dupliqué la sienne, votre photocopie ne vaut plus rien du tout. Okay. Raison pour laquelle il faut bien se lever. Alors, je rappelle que malgré tout ce que vous dites sur ce plateau, Elecam estime qu'il est indépendant. Je rappelle que Donald Brice et moi avons été conviés à une rencontre de l'Elecam, je crois il y a 3 semaines, je crois, où ils nous ont expliqué comment eux ils travaillent, et ils ont tenté de nous convaincre de ce que eux ils sont tout à fait indépendants. Donc pendant qu'on parle de l'Elecam ici, eux ils pensent qu'ils sont indépendants. On va revenir là-dessus juste après la pause qui s'impose à présent, madame, monsieur. Restez avec nous sur la chaîne Equinox Télévision.
Nous sommes très heureux, ça se voit. C'est presque une ambiance de vendredi, clairement, sur ce plateau. On va lancer cette deuxième partie avec la thématique qu'on a eue en première partie avant de retrouver Karine pour les messages. Permettez-moi, Karine, de relancer Chalamel avant que Donald ne prenne la parole sur ce qu'il voulait préciser. Alors, Chalamel, justement sur ces crises préélectorales. Hein. On est sur les crises préélectorales. Je rappelle qu'il y a un contentieux préélectoral devant le Conseil constitutionnel. Monsieur Eric Fopoussi, vous allez vous rendre compte que depuis les années 90, on va de subterfuge en subterfuge. On va de ruse en ruse. On va de malignité en malignité avec des acteurs qui, à un moment donné, sont pour le système parce qu'ils sont à la recherche d'une opposition alimentaire. Excusez-moi d'employer cette expression. Et on a ceux qui sont convaincus, M. Eric Fopoussi, que si les choses, les données changent... Il y a un nouveau nom, hein, l'opposition sous-marine. Voilà, l'opposition sous-marine. Oui. Je ne conçois pas, M. Eric Fopoussi, qu'on puisse parler des élections dans de bonnes conditions avec une hyper-centralisation. Nous vivons dans l'ère de l'hyper-centralisation. Tout doit passer par le pouvoir de Yaoundé. La légalisation de X ou Y documents, les marches, organiser une déclaration, vous faites une déclaration de marche, une déclaration de meeting, vous devez passer. Vous vous rendez compte qu'à ceci s'ajoute le manque de séparation de pouvoir. Tout le monde au système, tout le monde dans le système, tout le monde qui navigue tout autour du système veut plaire au roi. Tout le monde veut plaire au roi. Chacun est prêt à mouiller, à bastonner, à piétiner, à incarcérer toute personne qui viendra s'opposer parce qu'il sait qu'à la clé, il y aura une récompense qui lui sera réservée. Et on s'est rendu compte que les récompenses ne cessent d'arriver à tous ceux qui, dans leurs différentes zones, matent l'opposition. Les événements que nous avons vécus à Ebolova, M. Eric Fopoussi, bien avant, pendant que les meetings étaient organisés de ce côté, notamment par le MRC, les événements qui ont été vécus par le PCRN de Cabral Libi, dans les différents coins, ont porté à comprendre, M. Eric Fopoussi, que le découpage électoral est acté. Rappelez-vous sur cette page Facebook où les gens disaient, bien avant déjà même les élections, ce cabinet qui avait sorti les résultats, qui étrangement ont été les mêmes, pendant la période de la campagne présidentielle, ont été les mêmes. Vous avez eu le même résultat qui est sorti donnant 144 voix au RDPC, 8 voix au PCRN, 8 députés, 8 députés au PCRN, 5 députés au MRC et tout. Vous voyez jusqu'à quel niveau on est en train de décrédibiliser. On va être attentif. Oui, pour voir si ce résultat se confirme dans les urnes. Voyez-vous, quelqu'un qui est engagé et qui commence à voir ce type de tendance fâcheuse, sera important à se demander, mais est-ce que quelque part, on ne va pas à des élections avec les deux pipis? Nous avons, M. Eric Fopoussi, une extrême restriction des libertés. Dites-moi quelle est l'opposition qui a le pouvoir, M. Eric Fopoussi, de pouvoir se lever, de pouvoir parler, de pouvoir tenir des discours en dehors des chaînes de télévision. Je crois que c'est au niveau sur les plateaux de télévision qu'on a laissé la liberté à toutes ces personnes de s'exprimer. Mais vous ne pouvez même pas organiser une réunion de votre parti, vous ne pouvez même pas discuter avec les cadres de votre parti, vous ne pouvez pas descendre dans la rue pour manifester. Voyez jusqu'où l'opposition, M. Eric Fopoussi, s'est retiré dans l'ensemble des choses de la société. Vous avez eu le cas de Ngwaché. Vous avez eu le cas de Ngwaché, où c'était devenu une bataille entre le parti au pouvoir qui voulait absolument tout prendre et ceux de l'opposition qui se déplaçaient, qui se démerdaient à arriver. Il y a cette affaire de moyens. Lorsqu'il faut organiser, vous voyez tout ce que le parti au pouvoir, même M. Eric Fopoussi, en termes d'organisation, en termes de flyers, en termes, M. Eric Fopoussi, d'affiches, de banques collantes et tout, une cérémonie même de rien du tout. Vous voyez dans toute une ville comme Douala, vous vous retrouvez à voir 27 banderoles. On va mettre juste, on traverse le pont de Vouri, on balance partout pour annoncer, mais l'opposition n'a pas cette possibilité. À peine à terminer, on vient enlever. Je termine par là, M. Eric Fopoussi. La corruption des agents de l'État, la faiblesse des institutions. Regardez Elekam. Elekam a un matériel tout à fait vétuste, M. Eric Fopoussi. Des kits, quand vous voyez les kits qui sont toujours en quantité insuffisante et de manière vieillissante. Comment gérer? On va vous parler de ci, on va vous parler de ça. Vraiment, aller à ce type d'élection, dans ce type de conditions. Vraiment, c'est à se poser des questions. Et on comprend avec aisance pourquoi il y a toujours des crises préélectorales. Mais apparemment, ça fait le jeu de certains. L'occasion faisant le larron, il y a beaucoup qui profitent pour être des opposants sous-marins et se sentir bien à l'aise. Ok. Alors, il faut qu'on dise la vérité aux Camerounais. Nous avons ce devoir-là devant la République du Cameroun. Alors, il se passe
quelque chose d'assez hallucinant aux États-Unis en ce moment. Le président américain, Donald Trump, fait l'objet actuellement d'une procédure d'impeachment, destitution. Alors, il me semble qu'on peut rapprocher ça au Cameroun, pas au niveau du président, mais au niveau de nombreux hommes d'affaires qui davantage refusent parfois de financer l'opposition parce qu'ils craignent, ils craignent des représailles sur le plan fiscal, sur le plan... ils vous le disent. Ils craignent, ils ont des craintes terribles. Ils disent, moi je ne veux pas de problème après avec le pouvoir en place, je veux pas cela. Je rappelle qu'aux États-Unis... Mais vous vous rappelez ce qui est arrivé à Sylvestre Bouchiguet. Tout à fait. Tout ce qui avait été dit derrière Sylvestre Bouchiguet, monsieur Eric Fopoussi. Donc c'est juste pour mettre de l'eau à votre moulin. Tout à fait. Donc ça peut être considéré comme une fraude électorale. Le fait que les gens craignent qu'en apportant le soutien à un parti politique, on peut subir des représailles, surtout un parti politique d'opposition, on peut subir des représailles. Ça peut être une fraude électorale. Le fait que des personnes qui sont des sous-préfets, qui sont dans l'administration, craignent parfois pour leur poste ou bien espèrent qu'en faisant ci ou ça, ils peuvent être avancés, ça peut être pris comme une fraude électorale et donc rentrer dans un aspect de crise préélectorale. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a actuellement une crise préélectorale aux États-Unis avec Donald Trump. Il est accusé d'avoir demandé à l'Ukraine de déclencher des enquêtes sur son concurrent actuellement, qui est son concurrent Joe Biden, démocrate, pour voir si on peut, si l'Ukraine peut faire en sorte de nuire à sa campagne, justement. Donc il y a une affaire là-bas, une affaire en Ukraine. Et donc, vous imaginez jusqu'où une démocratie est une démocratie avancée. Les Américains considèrent ça comme étant une fraude électorale. Ça veut dire que le président américain a utilisé son pouvoir pour empêcher son principal challenger. Donc, on n'est plus dans le fantasme là, c'est clair et net. Même si ça ne va pas prospérer, mais au moins, le débat est au moins ouvert au Parlement, le débat est au moins ouvert, on en parle ouvertement, et le président, même s'il ne sera pas destitué, on imagine, mais au moins le débat est là. Parce qu'il a, peut-être même que dans son esprit, soyons naïfs, Trump voulait effectivement savoir ce qu'il en est des affaires de Joe Biden et de son fils et de sa famille en Ukraine. Mais sauf que, vu par les Américains, ça peut constituer que, comme il est mon principal challenger, comme il est dans les sondages, celui qui va être face à moi, ça peut être, peut-être ils veulent le disqualifier. Donc je prenais l'exemple pour qu'on comprenne à quel niveau nous sommes au Cameroun par rapport aux autres. Sur la question. Oui, Donald. Oui, la précision que je souhaitais apporter tout à l'heure, c'est que Karine parlait tout à l'heure du rôle trouble de l'administration. Oui. Je rappelle qu'en France, le processus électoral est géré par le ministère de l'Intérieur et qu'on n'a pas une commission nationale électorale indépendante pour gérer le processus électoral. Pourquoi ça fonctionne en France? Vous n'avez pas entendu qu'il y a une crise post-électorale en France après préélectorale. Ou préélectorale en France. En tout cas, les règles du jeu sont consensuelles, ils sont respectées de tout. Ça fonctionne en France, c'est bien parce que les lois sont respectées, parce que les institutions sont fortes, parce que les acteurs sont de bonne foi et parce que la justice est indépendante. Donc au Cameroun, en violation flagrante du Code général de la fonction publique qui consacre le principe de la neutralité du fonctionnaire, eh bien, les gens font allégeance au régime. Si vous portez plainte devant le magistrat, devant un tribunal, le tribunal est présidé par des acteurs nommés le plus souvent par les acteurs de l'exécutif et donc votre plainte a très peu de chances de prospérer. Voilà pourquoi les règles du jeu ne sont pas consensuelles. Et ça constitue une fraude électorale, parce que ça ne garantit pas l'équité devant les institutions. Malheureusement, donc il faut qu'on comprenne jusqu'à quel niveau nous avons du chemin dans ce pays. On a beaucoup de chemin encore à faire pour retrouver un pays où l'on parle de démocratie avec fierté, où on parle de liberté avec fierté. On a fait un pas, certes, mais le pas n'est pas suffisant pour qu'on se tague, pour qu'on se gagarise d'être dans un espace démocratique. Je rappelle que le jour où vous aurez une émission de télévision, comme on le voit sur Equinox, qui peut influer sur le devenir du pays, là on parlera de liberté. La vérité au Cameroun, c'est qu'on peut vous laisser déblatérer ce que vous déblatérez, on est un peu certain que ça ne changera rien du tout. Alors que si le jour où vous avez une télé comme Equinox, qui déroule une enquête, et que dans la seconde, un procureur éminemment indépendant ouvre une enquête et sanctionne la personne qui est donc mise en cause, vous aurez dans la vraie démocratie. Au Cameroun, parlez comme vous voulez,
donne les preuves à la télévision, la personne qui est en place restera là jusqu'à ce qu'on décide. qu'il a nommé l'enlève. Voilà, donc c'est ça la différence entre dire que, parce que beaucoup disent, ah vous parlez, non, c'est pas que de parler, il faut que parler ait l'impact justement sur le devenir de la République. Malheureusement au Cameroun c'est pas le cas, on vous laisse parler, on vous laisse dire tout ce que vous voulez, mais attention, rien ne va bouger par la suite, on va tout verrouiller. Oui. Je voudrais relativiser ce que vous dites, Eric, parce que de nombreuses enquêtes, de nombreux reportages sur Equinox Télévision à la radio ont permis de faire bouger la ligne. Je vous renvoie à ces reportages que nous avons fait sur une école primaire à Bonabéry et qui a réveillé, entre guillemets, le ministre de l'Éducation de base, qui l'a confié à nos micros à Bonabéry. Oh bah, de toutes les façons, le travail, la presse fait... Vous convenez avec moi? Non, la presse fait son travail. Absolument. Hein. Oui, c'est pas un procès contre la presse. Je dis, ce qui est certain, c'est que ceux qui nous regardent savent qu'on fait le travail. Je comprends bien. Maintenant, au niveau institutionnel, est-ce que la réponse est totale? N'est pas à la mesure de ce qu'on aurait attendu. Donc, tout à fait, oui. Je comprends très bien votre interpellation. Tout à fait, oui. C'est-à-dire que vous souhaitez, comme en France, que lorsqu'Equinox dit le ministre X est soupçonné de détournement de fonds publics, immédiatement, voilà, un procureur, comme le prévoit la loi, oui, ouvre une enquête judiciaire, le décharge de ses fonctions et que les enquêtes suivent son cours pour qu'il soit interpellé le cas échéant. On l'a vu avec Mediapart absolument. Et Jean Cahuzac. On voilà. l'a vu avec le président de l'Assemblée nationale en France, François de Rugy, qui a dû démissionner de l'Assemblée nationale après avoir été impliqué dans une affaire où Mediapart avait fait justement la dénonciation. Je sais que vous qui êtes très intéressé par la question de relations internationales, des questions d'actualité dans d'autres pays, voilà, suivez de très près ces affaires-là et vous êtes impatient de voir que cela puisse être implémenté chez vous. Mais je dis, les médias au Cameroun font un travail extraordinaire, oui, qui est à saluer, même si les politiques publiques tardent à prendre la mesure du travail qui est fait. Tout à fait. Donc on se comprend. Voilà. On va lire quelques messages, Karine. Franck depuis Omnisport, je dirais vraiment que cet homme a très mal fait en donnant jusqu'à la moitié de son salaire. Ça a été un risque énorme durant 6 ans. Je m'imagine combien ça aurait pu donner si c'est l'homme qui le gardait. Je dirais que la solution n'est pas de mettre dehors. Il doit juste prendre à partir de ce moment les choses en main. Par rapport à l'histoire du jour, je pense qu'il faudrait que... les choses en main faisant quoi? Garder lui-même. Je pense qu'il faudrait que la femme doit partir. Que nos mamans... C'est acté qu'elle n'est pas dans cette relation. Elle investit cet argent peut-être ailleurs. Il faut même qu'il enquête pour savoir si elle n'est pas dans une relation parallèle. Vous teniez à dire ça. Hein? Oui, absolument. Parce que vous teniez à dire ça. Elle a eu une première chance. Ouais. Elle a dévoilé cette chance. On lui accorde une deuxième chance. Sacré de ça, c'était une preuve de naïveté pour Emmanuel. Peut-être elle lui réserve une surprise. Non, mais vous êtes quand même doué. Vous êtes quand même doué d'une imagination débordante, je vous assure. Mais je me réserve de dire que toutes les femmes sont dépensières, qu'elles sont irresponsables. Il y en a de très bonnes aussi. Il y en a de très bonnes qui savent très bien garder l'argent et qui s'en servent à bon escient. Vous devez pardonner 99 fois avant de vous fatiguer. D'accord, Karine, allez-y. Par rapport à l'histoire du jour, je pense qu'il faudrait que nos mamans resensibilisent les jeunes filles dans le sens de l'économie et de la gestion auprès de son époux. Chacune de nous devrait donner un coup de pouce aussi, léger soit-il. Nos hommes voient nos efforts et ne les simplifient pas. Mes chères sœurs, évitons des plaisirs anodins et aidons à la construction de l'avenir de nos familles. Deux mains attachent un sac. Commencez à fuir les greffes brésiliennes, péruviennes, roumaines, chinoises, coréennes et singapouriennes. Donc, commencez déjà à fuir ça parce qu'aujourd'hui, Monsieur Eric Fopoussi sur Facebook, c'est la longueur. Les femmes ne combattent plus la qualité des extensions, des greffes, c'est la longueur des greffes maintenant. Vous voyez ces films d'ailleurs, on envoie les fesses comme ça. Monsieur Eric Fopoussi. Pourquoi on mesure, franchement? Taille 26. Tu te fais plaisir. Tu n'es pas vu mon argent. Ok. Un dernier message, Karine. Oui. Mon frère, ne mets pas ta femme dehors. Parle-lui encore et encore. Si elle ne change toujours pas, ne lui donne que sa ration. Qu'elle reste à la maison pour la stabilité de vos enfants et toi.
de savoir comment l'a traité Nelly depuis Koto. D'accord. Merci à tous ceux qui nous regardent. Non, mais il faut éviter en toutes circonstances d'être radical. Hein. Et non, mais arrêtons. Oui, arrêtons. On a dit tout ce qu'on a dit ici, mais la répudier quand même, je trouve ça. Je trouve ça quand même assez excessif. Au contact de la réalité, ça fait plus mal que vous le pensez. Que vous consacrez des investissements aussi importants pendant 6 ans et que la femme ne vous dise pas, chérie, j'ai retranché 2 millions parce que l'enfant était malade, tu n'étais pas là pour soigner l'enfant. J'avais des difficultés, je n'étais pas en santé, j'ai pris 5 millions sur cet argent. Voici le reste. Qu'elle vous dit qu'elle n'a plus rien, c'est scandaleux. L'amour pardonne. Mais monsieur Eric, il a pardonné une première fois, Emmanuel. Ok, merci. Et ça suffit. Combien de fois elle pardonne vos Charles, ce que j'ai dit, non, Charles, je vous en prie. C'est une offense c'est terminé. On a terminé, Charles. Monsieur, vous avez parlé, on a compris. Non, mais enlever le mot radical, non. On n'a pas radical, on applique la sanction. D'accord. Après la première erreur, on a fait une correction, on a réaménagé, ça ne va pas, on applique la sanction. La revue des réseaux sociaux tout de suite et maintenant avec vous, Karine Santia. Oui, M. Fopoussi, on parle cette fois-ci de la revue des réseaux sociaux. Le premier sujet concerne notamment la police qui a brutalisé les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun à Ebolova dans la région du Sud. Il s'agit notamment des cadres et militants du MRC violentés depuis 30 minutes. En tout cas, ça c'était hier à Ebolova. Ils étaient en réunion dans un domicile privé. Dans cette commission était Alain Fogué, le grand Apollinaire Oko, Sam Séverin Ango et Alex Ngepi, entre autres, qui ont été brutalisés par la police. Vous avez dit le grand Oko? Non, c'est son nom, oui. Le grand Apollinaire Oko. Voilà. C'est son nom. Docteur, alors, on va commenter ce qui s'est passé et d'ailleurs ça répond à la colère de Charles Hamel de ce matin et le commentaire que nous faisions justement de l'impact que nous avons, les médias, sur nos institutions de la République par rapport à comment on déclenche une enquête. Parce que normalement, lorsque une telle affaire éclate, il est quand même nécessaire pour le procureur de la République qui est sur place à Ebolova de déclencher une enquête pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé réellement, ou y a-t-il eu abus ou pas abus. Alors, Donald, je commence par vous. Quel commentaire vous faites de ce qui s'est passé, des tristes événements, on va le dire, hein, parce que pour l'instant, on n'est plus à est-ce que c'est avéré, est-ce que c'est pas avéré. Les événements sont là. Comment vous réagissez à ça? J'ai 2 niveaux d'analyse. Le premier niveau, c'est que nous sommes là en plein dans une violation flagrante de la loi de 90 sur les réunions et les manifestations publiques, parce que cette loi régit clairement la façon dont elles doivent, ces réunions et ces manifestations, être organisées. Pour le cas d'Ebolova d'hier, nous sommes là dans ce qu'on appelle une réunion privée, dans un domicile privé. Nous avons vu ces images. Je ne sais pas pourquoi vous demandez qu'il y ait eu une... je ne sais pas pourquoi vous doutez de l'effectivité de ces faits. Non, je ne doute pas. Je dis que c'est tellement flagrant que le procureur devrait déclencher déjà une enquête. Donc, cette réunion-là se tenait dans un domicile privé et donc on n'avait pas besoin d'être déclaré, comme dans des cas précédents. Donc, la police est intervenue dans un domicile privé. J'ai cru entendre qu'il n'y avait ni mandat de perquisition, ni mandat d'amener contre ces personnes, en tout cas, qui ont été par la suite violentées. Certains ont été blessés, d'après notre correspondant sur place à Ebolova. Deuxième chose, l'interprétation qu'on pourrait faire de ces actes qui se répètent, puisque vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, des militants du MRC ont été bloqués à l'entrée d'Ebolova et ils comptaient y tenir un meeting public. L'interprétation qu'une certaine opinion pourrait faire, c'est qu'on veut créer une sorte d'apartheid avec Ebolova, qui est quand même la région d'origine du chef d'État. Je suis surpris que le chef de l'État, qui est le garant justement de la cohésion nationale, ne s'inquiète pas. En tout cas, ses collaborateurs responsables de l'ordre public ne s'inquiètent pas de ces dérapages qui deviennent constants dans la région du Sud. Il s'agit d'une tournée qu'organise une formation politique pour expliquer le boycott du double scrutin qui est annoncé à ses militants. J'ai appris que cette tournée s'est effectuée de façon plutôt sereine dans la vallée du Thème, à Kiosi, oui. Et que ça Ebolova que ces dérapages ont été observés. Pour l'instant,
je n'ai pas écouté un sous-préfet réagir sur une violation aussi grave de domicile, une violation aussi grave de la loi. Ça commence à inquiéter. Mais il faut également dire que ça confirme que le régime considère le MRC comme son adversaire numéro 1, comme son ennemi public numéro 1 dans l'arène politique actuellement, quitte à utiliser les méthodes qui sont les plus tordues qu'on puisse imaginer. Alors, Chalamel, vous êtes dépité par ce qui s'est passé hier à Ibolova. Monsieur Eric Fopoussi, c'est de la barbarie la plus... Monsieur Eric Fopoussi, il y a eu violence. Il y a eu violence. On pouvait procéder à une interpellation. On vient, on dit, monsieur, vous n'avez pas le droit, ça n'a pas été déclaré, comme vous utilisez des motifs, veuillez nous suivre au commissariat. La réunion n'avait pas besoin d'être déclarée, il faut le préciser. Alors, débarquer sur quelqu'un avec des coups de pied, les gars lustraient leur rang d'esquin avec la poussière sur les fesses des différents militants. Mais quand même, à un moment donné, monsieur Eric Fopoussi, il faut dire qu'on est en train de frôler le pire. Permettez-moi de parler trivialement, mais on est en train de frôler le pire. Est-ce que la zone de Bolova est une zone, un no man's land, où ne doit évoluer qu'un certain type de personnes dans cette zone? Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui pensent différemment, même étant dans le même parti politique, monsieur Eric Fopoussi? Pourquoi est-ce qu'il faudrait que ce soit cette zone qu'on confine? Autant mieux sortir un communiqué et dire que désormais, ceux qui ne pensent pas en forme d'incendie sont mis dehors. Si vous n'avez pas de pensée incendiaire, n'entrez pas là-bas, oui. On peut le dire, et des pensées incendiaires, forme bleu, blanc, rouge, tout ce que vous voulez, mais pour entrer, mais si ce n'est pas ça, qu'on le déclare. Mais ce que les gens oublient, c'est que M. Eric Fopoussi... Je rappelle qu'une éminente personnalité de ce pays avait appelé cette région le socle granitique. M. Eric Fopoussi, c'est Jacques Famendongo. Pourquoi vous voulez toujours tourner? Donnez le nom, c'est Jacques Famendongo qui avait dit, après qu'ils ont organisé le repas, où c'est le repas, voilà, ce qu'ils ont appelé, où c'est le repas communautaire, où c'était quoi, où les Bentikina avaient fait, ils ont organisé pour dire aux gens, attendez, M. Eric Fopoussi, c'est pas sérieux. Il faudrait que cette personnalité soit démasquée, que cette personnalité, on donne son nom, M. Eric Fopoussi, qu'elle soit au devant de la scène. Je ne suis pas sûr que c'est le président de la République qui autorise des choses pareilles, M. Eric Fopoussi. Ils sont allés à Bafoussam. Ceux-là sont allés à Bafoussam et sont ressortis en disant Bafoussam a tourné le dos à Maurice Kamto. On les a tabassés là-bas. On les a chassés là-bas. Pour d'où vient-il qu'ils interdisent M. Eric Fopoussi? Et je suis encore poli de le dire. Parce qu'il y a certains militants qu'on n'a pas touchés. Certains militants natifs de la zone qui n'ont pas été touchés, il faut le dire. C'est des militants venus d'ailleurs qu'on a tapé, il faut le dire. D'ailleurs, ce sont les révélations de David Eboutou, dont on ne peut pas évidemment douter du sérieux, qui révèle ça. Mais c'est quand même assez grave parce que vous vous rendez compte, on est en 2019, on est au Cameroun, et vous avez des régions comme ça qui empêchent à d'autres personnes de venir mener des activités politiques. Je ne sais pas si on serait mort. Je rappelle également que la même chose a été faite à l'extrême nord, où vous savez que le même parti politique, le MRC, là encore, c'est quand même terrible, a vécu eu des scènes comme ça, où des pancartes ont été déchirées, des tenues ont été déchirées, pancartes brûlées à Mondovision. Donc, à un moment donné, quand même, dans ce pays, on doit pouvoir accepter la compétition électorale, du moins, pas forcément électorale, mais politique. Parce que vous savez que ce qui est important d'expliquer aux Camerounais, c'est que il n'y a pas de région qui vient de rien et donne sa voix à un parti politique. La scène politique n'est faite que de propos pour convaincre les électeurs. Vous pouvez avoir un fief électoral et un parti décide d'aller là-bas, expliquer à votre fief que, écoutez, nous, le parti que vous soutenez là, bien vrai, il fait ci, il fait ça. Nous, on propose autre chose. Êtes-vous d'accord ou pas? Vous jugez. Je vais vous raconter quelque chose. Lorsqu'on venait de nommer le président du Sénat, on venait de nommer M. Niat Dufendi Marcel au Sénat. Monsieur Eric Fopoussi, vous ne pouvez même plus passer à une certaine heure à Bamanja pour entrer à Banganté. Les gars devaient contourner, prendre d'autres voies. Mais il a fallu que les gens s'asseyent pour lui dire, tu es fils de ce village. Ici, là, ta place s'étend, tu es comme ça. Laisse-nous vaquer à nos occupations. En bas de chez toi, on a des champs. En bas de chez toi, on fait ceci. Qui va t'en vouloir? Ça a été une discussion et il a compris, M. Eric Fopoussi. Je pense que la menace, quelle est la menace qu'on veut? C'est dans un domicile privé.
Il y a des gens qui... Le zèle, monsieur Eric Fopoussi. Nous sommes à l'heure où beaucoup de gens vivent du zèle. Veulent démontrer que j'ai fait ci, j'ai fait ça. On se bat pour que ça passe aux 13 heures au niveau du tam-tam national. On se bat pour que cette information soit relayée sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens le font. Mais cela, le président de la République n'a pas besoin des nègreries. Excusez-moi, j'appelle ça des nègreries. Que des individus se cachent derrière pour dire on a empêché de faire ci, on a empêché de faire ça. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux, c'est de la barbarie. Et demain, quand les États-Unis vont se lever en parlant des questions des droits de l'homme, cette élite qui derrière s'est cachée pour poser ces exactions ne sera plus devant. Ça sera le président Paul Biya qui sera devant. Voilà, donc pour vous, ça nuit davantage au chef de l'État qu'à autre Oui, chose. oui. Alors oui, Dominique Audrey. Ça ne peut pas Lui nuire. lui nuire, voilà, puisque c'est lui qui les met à ces endroits-là. Donc, C'est forcément, pas lui qui leur demande de faire ça, ça c'est le zèle. il en est responsable. Un père de famille est responsable des casses de ses enfants dans la maison du voisin. C'est comme ça. Heureusement pour ces policiers-là, ils sont entrés dans une maison où les gens respectent la tenue. Parce qu'en d'autres circonstances, on les aurait enfermés dans la maison et on les aurait tabassés. Normalement et bien. Dominique, Non, pourquoi vous riez? Vous avez toujours des prises de position. Parce hein. que, Oui. monsieur Fopoussi, à un moment, vous ne pouvez pas arriver dans une maison, vous tapez un père d'enfant comme si, Non, on peut répondre à la violence par la violence, quand même. Si, tous les jours, chez vous, dans votre maison, ça chez veut dire vous, monsieur que... Eric Fopoussi, vous connaissez là où est le bilan, vous connaissez là où il y a tout dans votre maison. Légitime défense. Légitime Ça veut, défense. ça veut dire que vous organisez l'anniversaire de votre enfant et vous mettez sur la toile Maître Ndjeou, Maître Sim, Monsieur Foguet, machin. Maître On va Sim, venir, on on va va venir vous vous tabasser. fouetter dans votre maison. On va dire que c'est un rassemblement du MRC que vous avez organisé. Ils ont d'abord vu ça comment? Il y a des espions partout. Voilà, Partout. parce qu'il faut même interroger Non, là. mais si Parce que la vraie question, c'est ça. il y a un voisin qui a vu. Oui, qu'ils ont appelé que voilà les gens là qui sont arrivés. On aurait dû s'en rendre Non, compte. dans la maison. Parce que monsieur Fopoussi, lors de Oui, dites ça pour qu'on comprenne. Il faut soit audible. Oui, il faut dire que dans cette maison-là, il y avait des espions. même le voisinage. Ça c'est vouloir dégager les espions dans le MRC, monsieur Eric Fopoussi. Je ne sais pas. Non, mais dans je le dirais que- voisinage, il a dans le parlé de voisinage. voisin. Non. Dans le voisinage. Non, on parle de voisin, Tout monsieur le monde Fopoussi. connaît monsieur Foguet. Pour y en même arriver, on temps. prend un transport. On emprunte un transport. Monsieur Foguet n'est pas un non-name. Voilà, donc forcément on le reconnaît. Et si on a vu monsieur Foguet, on a vu le Cette tournée a été MRC. annoncée. Monsieur Fopoussi, Oui. lors de l'interview de monsieur Kamto à Equinox, il a mentionné que lui, il a été arrêté avec un mandat de perquisition. Donc, vous vouliez que cela présente un mandat? Il n'allait pas présenter de mandat. D'accord. Donc, si on a pu l'arrêter avec un mandat de perquisition, imaginez ce qu'on peut faire au reste. Imaginez. Mais c'est quand même assez... ça renseigne beaucoup hein, sur comment les Camerounais imaginent leur pays. Et les Camerounais ne sont plus dupes. Ils n'accepteront plus des subterfuges comme cela. Ce n'était pas San Melima, ce Donald. n'était pas Vormaka, c'était Oui, Bolova. je voudrais faire quelques précisions. Alors, ce qui se passe à Ebolova, ce qui vient de se passer à Ebolova est extrêmement grave. Je ne sais pas si le régime perçoit la gravité de ces actes. Nous sommes là dans une sécession de fait. Ce sont des actes qui se répètent et dont le sentiment que Ebolova, ou alors par ricochet la région du Sud, n'est que la région du RDPC. Vous parlez tout à l'heure de ce membre du gouvernement qui avait dit que c'est le socle granitique du parti au pouvoir. Il n'y a pas de problème à ce que ce soit le socle granitique, mais la moindre des choses, c'est que la compétition ait lieu dans cette région. Les populations de Kiosi... Non, mais on vous dira que le MRC n'est pas la section. Non. Ça n'empêche pas un Il parti venait politique de expliquer faire le boycott, cela. c'était pas un meeting. Monsieur Fopoussi, je pourrais vous accuser de mauvaise foi. Monsieur Fopoussi, on a quand même eu dans ce pays plusieurs années de calme, de silence, parce que les partis politiques étaient en inaction. Monsieur Fopoussi, en inaction. Il a fallu 2018 pour que nous sachions le nombre de partis politiques contre le Cameroun. Parce qu'on a parlé d'élection présidentielle. Un parti politique n'a pas pour seule activité que la période électorale. Je suis désolée. À tout moment, on a besoin de ses militants. À tout moment, on a besoin d'être en activité pour faire connaître ses points de vue, pour faire connaître ses oppositions, ses positions. Parce que ce n'est pas que lorsqu'on élit un membre du gouvernement ou n'importe quoi, qu'on est un parti politique. Ça ne suffit pas. Moi, je pense voir l'exemple de la France ici, où tout le monde n'est pas dans des partis politiques, non pas des cadres de partis politiques, mais
La plupart Quand des cas, il faut voter, tout le dans monde les vote. questions politiques, c'est Les gens quoi? votent Tous les parce que Camerounais, ce que les gens ont besoin de savoir, c'est quelle formation citoyenne est-ce que ces gens ont? Est-ce que les gens sont informés sur comment est-ce qu'ils doivent voter? Est-ce que les gens sont informés sur l'importance du vote par rapport à l'importance d'appartenance à un parti politique? Par exemple, voilà un travail qu'un parti politique veut faire, expliquer à ses militants que pourquoi est-ce que nous ne sommes pas partis aux élections, mais on les empêche parce qu'ici, pour eux d'abord, ils n'ont même pas d'abord d'électeurs là-bas, et c'est pour nous dire qu'il n'y a pas d'opposition à faire dans le socle granitique du président de la République. Chacun a son socle granitique. Chacun a son socle granitique. Mais est-ce que c'est ça qui prévaut dans les élections, en cas d'élection? Si on veut faire des élections de socle granitique, on arrête, on dit le 9, on élit, on fait d'abord l'élection à Ibolova, le 10, on fait l'élection à Bétois, le 11, chacun va faire les élections dans son socle granitique. Si c'est comme ça qu'on veut faire. Le travail que le MRC faisait hier, justement, dans le Sud, c'est ce qu'on appelle l'éducation politique des militants. Et c'est ça l'un des rôles cardinaux d'une formation politique, l'éducation politique de ces militants. Le régime tente de dévoyer un débat. C'est celui-ci. Quel est le bilan du renouveau? Quel est le bilan du renouveau? Est-ce qu'à Ngon, dans la vallée du Thème, à Ibolova, à Kiosi, à Kribi, les gens de l'eau potable, de l'électricité, les routes, les écoles, les hôpitaux? La réponse c'est non. Cela est vrai à Ibolova, à Kiosi, à Ngon. Est-ce qu'il y a Kiosi à la lumière? Vrai à Bafoussam, à Tokombéré, à Mora, à Bertois. C'est le vrai débat. Le débat, c'est le bilan du régime qui gouverne depuis plus de 30 ans. D'accord. Et c'est ce débat-là que le régime tente de dévoyer en empêchant aux autres formations politiques de présenter leur vision, d'exposer leur projet de société aux populations d'œuvrer. C'est la clochardisation à huis clos que le régime tente de faire dans le Sud. Et ça, c'est inacceptable. Le risque, c'est la radicalisation. Vous parlez des radicaux tout à l'heure. Le risque, c'est le développement de l'extrémisme. C'est l'approfondissement de la radicalisation. C'est le renforcement des clivages ethniques sociaux au Cameroun. Parce que si vous empêchez aux formations politiques de l'opposition qui veulent parler aux populations du Sud, qui souffrent autant que celles qui sont dans d'autres régions du pays, si vous empêchez aux formations politiques de l'opposition de leur présenter autre chose que ce que le RDPC leur propose depuis longtemps, et que ça ne marche pas, puisque ces populations n'ont pas d'eau potable, n'ont pas d'énergie, si vous empêchez aux formations politiques de l'opposition de s'exprimer, vous accentuez également le sentiment que ailleurs, il faudrait également prendre des mesures pareilles. Ça, il ne faudrait pas qu'on en arrive à des mesures aussi extrêmes, à un sentiment de repli sur soi dans d'autres régions. Ce serait grave. D'accord. On va, sur les deux sujets qui restent, on va aller très rapidement. Une seule réaction juste après le déroulé. Karine, allez-y rapidement. Oui, le deuxième sujet concerne la nomination de Noureddine Mbongo Valentin comme coordinateur des affaires présidentielles par le président de la République du Gabon, Ali Bongo, et aussi le père de ce nouveau nommé. Alors, c'est le fils d'Ali Bongo qui vient d'être nommé par son père, ce poste qui sous-plombe tout au niveau de la présidente de la République gabonaise avec des pouvoirs spéciaux et très élargis. Alors, Donald Brice, encore vous, sur cette... est-ce que vous comprenez les réactions qui ont suivi cette nomination de la part des Camerounais? Oui. D'abord, on peut faire très bien un lien entre... Est-ce qu'on est en train de remettre sur les autres nos pires démons? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce qu'on est en train de craindre ça pour le Cameroun en parlant du Gabon? Vous savez, le Gabon et le Cameroun ont beaucoup de similitudes. Beaucoup de similitudes. Et la nomination du fils de Ali Bongo Ondimba comme coordinateur des affaires présidentielles avec des pouvoirs spéciaux parle aux Camerounais. Parce qu'au Cameroun, comme au Gabon, nous sommes dans une phase de transition. Nous sommes dans une phase de transition politique. Qu'on le veuille ou pas, les deux chefs d'État sont au soir de leur règne. Et donc, il y a des jeux de positionnement pour prendre éventuellement le gouvernail du pays. D'accord. C'est le cas au Cameroun comme c'est le cas au Gabon. C'est pour ça que cela est très digne d'intérêt pour le Camerounais. D'accord.
Madame, Messieurs, on va s'arrêter là pour cette revue des réseaux sociaux. Merci Karine. On va tout de suite basculer au plateau B où nous parlons ce matin du correcteur de posture en vente au magasin Mille et un tapis par le concept Salaka de Consti Lamine, le plus sénégalais des Camerounais. Bonjour Consti. Je vois surtout le cas des enseignants. Je ne trouve pas normal qu'une autorité administrative qui est passée par un enseignant méprise la main qu'il est fait devenir ce qu'il est devenu hier. C'est inadmissible qu'une autorité administrative prenne un enseignant, lui met à genoux devant ses élèves. Moi, je trouve ça très très méprisant. Très très méprisant. Moi, je ne trouve pas ça normal. Pour moi, vraiment, je crois qu'il sera encore bon temps que cette autorité fasse tout pour demander ses excuses au monde où vous dions. Parce que vraiment, ce n'est pas propre. Pour moi, ce n'est pas propre. Je trouve ça vraiment très très sale. Alors, c'est un fait qu'on a largement commenté sur cette antenne d'Equinor Télévision. Donald Brice, le compatriote, émet quelques exigences pour ce sous-préfet, Nestor Dim, il s'appelle, de Garoua 2e. Oui, qui a mis à genoux un enseignant, qui avait fait asseoir un enseignant, oui. Parce qu'il avait bastonné un élève. D'abord, première observation, les faits se déroulent à Garoua. Garoua, c'est le nord, c'est l'une des régions les moins scolarisées au Cameroun. Deuxième observation, ça nous ramène là également dans la considération que le gouvernant au Cameroun a de l'enseignant, au moins que rien. C'est l'une des raisons pour lesquelles nos sociétés est très peu avancée. Un monsieur qui peut être formé, être affecté en Guélémendouka, attendre 2-3 ans pour avoir son premier salaire, c'est extrêmement grave. D'accord. Merci. On va basculer tout de suite, madame, monsieur, au plateau B. Et donc, pour en parler au plateau B, je vous l'ai dit, Cynthia est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que le SONFER? En fait, le SONFER, c'est une fois qui concerne les e-commerçants, la friture, les videurs. Ici, je parle des vides-greniers, donc ceux qui ont des penderies pleines et qui veulent écouler leurs marchandises. Ici, les e-restaurateurs, parce qu'avec l'expansion du e-commerce au Cameroun, on a voulu un peu donner l'occasion à ceux-là de venir vendre leurs dérivés. Et aussi les e-entrepreneurs, les petites entreprises, pour être en contact physique avec de potentiels clients et leur présenter leurs marchandises. Qu'est-ce qui vous a motivé à organiser cette foire? En fait, on voulait donner l'occasion à tous ceux qui n'ont pas pu vendre leurs produits de l'année, de venir les écouler en fin d'année. Vu que c'est la période des fêtes, les gens ils ont un peu d'argent à dépenser. Du coup, on les invite à venir vendre ce qu'ils ont et aussi nous présenter leurs produits. En somme, c'est ça. D'accord. Quelle est la cible de cet événement? Alors, nous ciblons tous les âges confondus, des plus jeunes aux plus vieux, des hommes, des femmes, des enfants. C'est ça, en fait, notre cible. Alors, pourquoi avoir choisi le nom parce que on s'interroge bien. Pourquoi avoir choisi le nom SONFER? Bon, déjà, SONFER en français signifie la foire du soleil. Et ce nom nous est venu juste comme ça. Nous étions là et nous avons décidé d'appeler notre événement SONFER. C'est quand? C'est où? Le 21 et 22 décembre 2019 à Bijou Makepe. L'espace vert qui est situé à Bijou Makepe. D'accord. Vous avez dit 21 et 22 décembre 2019. 21 et 22 décembre 2019 ici à Douala, à l'espace vert de Bijou Makepe. Merci à vous, mesdames, d'être venues sur ce plateau. Merci à vous. D'accord. C'est les contacts aussi, vous avez oui, les contacts, oui, allez-y rapidement. Déjà, on voulait dire qu'il y a des stands disponibles, donc si vous voulez acheter des stands, n'hésitez pas à nous appeler. Et aussi, c'est de 8h à 8h30 à 18h. On vous attend massivement. Les contacts, je vous en prie, les contacts 6 98 70 92 80 et le 6 55 62 45 bon, 70. Je vous assure que j'ai rien compris. Hein. Allez-y. Allez-y doucement pour qu'on prenne les notes rapidement. Le 6 98 70 6 98. Oui, 70 92 80. Et le 6 55 62 45 75. 6 55 62 45 75.
D'accord. Merci à vous. Merci à vous. D'accord. On va tout de suite lire quelques messages avec vous, Karine Santia, sur ce plateau ce matin. Allez-y. Avant de retrouver Constille Lamine juste après. Allez-y. Après la colère de Charles Armel, il est évident que les Camerounais ont déserté la scène politique. Les résultats des élections sont connus avant même le scrutin. C'est la promulgation qui met du temps. La passion, l'objectivité et le mystère que suscitent les scrutins n'existent pas. Et ça, moi-même, je suis désolé. Joseph Clovis Ndombo qui nous écrit sur la page Facebook. Un autre message. Il faut toujours écouter les deux parties avant de condamner. Cette femme ne s'est pas bien comportée si elle n'a rien pu faire de cet argent. Alors, 6 millions d'électeurs, c'est sans compter les 20 millions de morts qui sont certainement inscrits sur les listes. Aurel Célia qui a écrit sur la page Facebook aujourd'hui. It is very simple when you put in a great performance, expect a great opposition force. Courage. D'accord, merci. On va tout de suite se tourner vers Constille Lamine une fois de plus, qui nous parle du Vombio Oméga 3 ce matin. Constille, bonjour, rebonjour à vous. Alors rebonjour Eric, rebonjour à tous les clients du concept Salaka et rebonjour à tous nos amis qui nous regardent dans tout le Cameroun et dans l'Afrique et dans le monde entier. C'est le concept Salaka qui vous parle à l'instant. Nous restons toujours dans la bonne humeur, nous restons toujours dans le bien-être, mais cette fois-ci pour parler, bien entendu, à tous ceux-là qui ont des problèmes de rhumatisme, pour parler à tous ceux-là qui ont des problèmes de tension, pour parler à tous ceux-là qui sont victimes, bien sûr, c'est-à-dire d'un diabète depuis plusieurs années. Alors, le concept Salaka, donc, la solution. Et la solution, c'est bel et bien le Von Bio Oméga 3, votre complément alimentaire que voici. Oui, je vous le rappelle une fois de plus, chers téléspectateurs, le Von Bio Oméga 3 permet de réduire les complications du diabète. Vous êtes diabétique, pour éviter les complications de votre diabète, je vous conseille vivement le Von Bio Oméga 3. Le Von Bio Oméga 3 permet également de nous prévenir contre les AVC, de nous prévenir également contre cette maladie liée au vieillissement, à savoir l'Alzheimer. Le Von Bio Oméga 3 permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle par tous ceux qui ont les problèmes de tension. Je vous conseille vivement le Von Bio Oméga 3. Vous le connaissez déjà. Oui, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous conseille vivement le Von Bio Oméga 3. À côté, bien sûr, du Von Bio Oméga 3, on parle également de cette lotion des diabétiques que voici. Votre peau, elle est délicate. Votre peau, elle est fragile. Alors, je vous conseille vivement la lotion des diabétiques, à savoir Von Bio Lotion, que vous retrouverez au magasin 1001 Tapis, en face le Palais d'Ika, au prix de 6 000 francs. Bien entendu, votre Von Bio Oméga 3, vous l'avez à 5 500 francs. Et je rappelle que ce complément alimentaire est sans effet secondaire dans l'organisme. On peut le prendre tous les jours. On peut le prendre de lundi à dimanche, du 1er au 31, de janvier à décembre, sans problème, bien entendu. Et c'est une gélule par jour pendant le repas. Comment l'avoir? C'est de venir au magasin 1001 Tapis ou alors d'appeler le concept de Salaka et de passer votre commande. Je rappelle également à tous nos téléspectateurs, vous la connaissez déjà depuis pratiquement plusieurs semaines. Je vous présente encore une fois de plus la pommade contre les hémorroïdes que voici. Vous avez quelqu'un qui en souffre. Vous souffrez des hémorroïdes depuis plusieurs années. Bien entendu, je vous conseille de venir au magasin 1001 Tapis ou alors d'appeler le concept Salaka et de commander cette pommade qui va permettre, bien entendu, à l'hémorroïde de disparaître totalement. C'est une pommade que vous retrouverez uniquement au concept Salaka du côté du magasin 1001 Tapis. Alors, chers téléspectateurs, quel que soit où vous êtes, appelez le concept Salaka et commandez dès à présent la pommade contre les hémorroïdes. Alors, une fois de plus, je rappelle à tous nos téléspectateurs, mototenye sengalema tatan, ou bien tes diabète, ou bien tes problèmes, il y a AVC, ou bien tes problèmes, il y a rhumatisme, ou bien tes problèmes, il y a tension. Nongonde Von Bio Oméga 3, ni complément alimentaire, motote en gamme nongomo, n'y a des boucatés le colotanu, n'est pas tanu. Donc, il y a au magasin 1001 Tapis, commandez Von Bio Oméga 3, complément alimentaire, nyabouam. Babenaba, ça y va ben payonga jockey, ouale onyolo. Biana, concept Salaka nyale pe, jockey la diabète. Babelemona, Von Bio Lotion. Ou en dit temo, ou en sungon de mon yolango, bounya na bounyate, nyabola na yolango be bouam. Donc, motote aye au magasin 1001 Tapis. Babenaba, baben pe ebonde. Babelemona ebonde. En douala, ça veut dire hémorroïde en français. Je vous conseille bel et bien cette pommade
contre les hémorroïdes. Merci et rendez-vous au Concept Salaka du côté du magasin 1001 Tapis. Vous avez du bon doigt là. On va s'arrêter là ce matin, madame, monsieur, pour cette émission. Rendez-vous lundi prochain lorsqu'il sera 10h. Restez sur nos antennes Equinox Télévision. Merci à toutes nos équipes, Emmanuel Wapi, Carlos Minoué, mais également François Dikoumé. Madame, monsieur, tout ce bon monde vous donne rendez-vous pour lundi 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun.